Voici la traduction fidèle de votre histoire en français. La pluie fouettait les parois vitrées du Plaza Hotel, transformant la ligne d'horizon de Manhattan en un flou d'argent et d'or. À l'intérieur de la suite Penthouse, Ethan Cole leva un verre de champagne en cristal, les bulles capturant l'éclat du lustre au-dessus. En face de lui, c'est la séduisante directrice des relations publiques de la Société de Sabrina Voss riait doucement, ses lèvres rouges effleurant le rebord de sa flûte. L'air entre eux chatoyait de danger, de parfum et de trahison. Il s'était dit que ce n'était qu'une nuit pour célébrer l'accord qui le rendait à nouveau milliardaire. Une évasion inoffensive de la pression, des pleurs de bébé résonnant dans son esprit. « À la liberté !» murmura Sabrina, entrechoquant son verre contre le sien. Ses yeux brillaient comme de l'ambre en fusion. Ethan ne réalisa pas qu'à ce moment-là, la liberté avait un prix bien au-delà de sa fortune. Son téléphone vibra sur le comptoir de marbre. Un SMS de sa femme, Clara, apparut brièvement à l'écran. « Le bébé a de la fièvre. S'il te plaît, rentre à la maison. » Il le retourna face contre table. La main de Sabrina se glissa sur la sienne. La musique battait sourdement depuis la pièce attenante, et dehors, le tonnerre gronda. Des heures plus tard, la suite était silencieuse, parfumée au champagne et au regret. Sabrina dormait profondément sous des draps de soie tandis qu'Ethan se tenait près de la fenêtre, regardant les éclairs ramper à travers la ville. Pendant une seconde fugace, il pensa à la voix douce de Claire, à ses yeux fatigués, à la façon dont elle chuchotait autrefois « Je crois en toi » avant chaque grande réunion. Mais la confiance avait depuis longtemps été remplacée par l'ambition. Il se convainquit qu'il se rachèterait auprès d'elle demain. Quand l'aube se leva, il quitta l'hôtel, la tête bourdonnante, sa cravate desserrée autour de son cou. Les rues de la 5e avenue scintillaient de la pluie matinale. Il s'arrêta à un Starbucks, commanda un café noir et regarda son reflet dans la porte vitrée. Costume coûteux, yeux creux, un étranger le regardant en retour. Au moment où il atteignit son penthouse, l'air semblait faux, trop silencieux. Pas de berceuse venant de la chambre d'enfant, pas d'odeur de lotion pour bébé ou de café frais. Ses entrailles se tordirent. « Claire !» appela-t-il, sa voix résonnant contre les murs. Silence, puis il vit le berceau. Vide, la couverture du bébé était pliée avec soin sur le fauteuil à bascule. Son cœur battit la chamade lorsqu'il remarqua l'enveloppe sur le comptoir, son écriture douloureusement familière. Il la déchira. À l'intérieur, une seule page et la clé de la maison. Les mots étaient courts, tremblants, mais clairs. La nuit dernière, pendant que tu étais avec elle, la fièvre de notre fils a atteint 103 degrés Fahrenheit. Je t'ai attendu. J'ai finalement compris que j'attendais d'un homme qui n'existe pas. La clé lui glissa des mains, frappant le marbre d'un bruit sec et creux. La pluie zébrait la fenêtre comme des larmes. Son téléphone vibra à nouveau. Sabrina envoyait un SMS. La nuit dernière était inoubliable. Ethan s'effondra à genoux, réalisant la vérité trop tard. Sa femme et son nouveau-né étaient partis, et tout ce qui avait fait de lui un être humain aussi. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le silence. Ethan entra dans son penthouse de Manhattan, un espace autrefois rempli de chaleur, de rire et du doux murmure d'une berceuse pour bébé. Maintenant, il ressemblait à un mausolée. L'odeur de talc persistait faiblement dans l'air, se mêlant cruellement à la froideur stérile des sols en marbre. Ses chaussures coûteuses claquaient à chaque pas, résonnant à travers le vide qui l'entourait. Claire, sa voix trembla. Pas de réponse, seulement le faible bourdonnement du réfrigérateur et le lointain grondement du tonnerre. Il appela à nouveau, plus fort cette fois, mais la seule réponse fut l'écho creux de sa propre voix. Sur la table à manger, un biberon à moitié plein de lait, froid et intouché. À côté, une photo encadrée 2-3, prise 2 semaines auparavant à Central Park. Le sourire de Claire était doux, fatigué, mais radieux. La main d'Ethan reposait fièrement sur son épaule. Il se souvenait vivement de ce jour.
Elle avait plaisanté sur le fait qu'il ne changeait jamais les couches. Et il avait ri, promettant qu'il commencerait demain. Il n'y aurait pas de demain. Plus maintenant. La panique le submergea. Il saisit son téléphone, composant son numéro encore et encore, tombant directement sur la messagerie vocale. Il appela l'hôpital, pas de nouvelles admissions, appela sa meilleure amie. Pas de réponse. Chaque seconde semblait plus lourde, comme si les murs se refermaient. Il trébucha dans la chambre d'enfant, un endroit que Claire avait elle-même peint dans des tons pâles de bleu et de crème. Le fauteuil à bascule grinça légèrement, balancé par le courant d'air de la fenêtre ouverte. Sur la commode, sa bague de mariage scintillait à côté d'une note pliée. L'écriture était la sienne, calme, délibérée, finale. Ne nous cherche pas. Tu as déjà choisi qui tu es. Son souffle se coupa. Pour la première fois depuis des années, Ethan Cole, l'homme qui avait conquis la ligne d'horizon de New York, se sentit impuissante. Il s'effondra sur le sol de la chambre d'enfant, serrant la note. La ville qui s'inclinait autrefois devant lui se dressait maintenant comme un géant indifférent au-delà de la vitre. Un coup frappa à la porte, le surprenant. Il ouvrit et trouva son assistant, Brian, tenant une tablette. « Monsieur, nous avons un problème, » dit-il prudemment. « La presse vient de publier un article sur la nuit dernière. Des photos. Vous et Sabrina au Plaza. » Ethan se figea. « Quoi? » Brian tourna l'écran vers lui. Les titres s'affichaient. Mania de l'immobilier fait la fête avec une femme mystérieuse tandis que sa femme s'occupe de leur nouveau-né. En dessous, une photo d'Ethan et Sabrina riant, verre de champagne levé, la ville illuminée derrière eux. Son estomac se tordit. En quelques minutes, son téléphone explosa. Appel d'investisseurs, de membres du conseil d'administration, de journalistes. Son empire tremblait. Des années de réputation détruites en une nuit. Sabrina avait promis la discrétion, mais elle avait aussi tout filmé. Il y entendait déjà sa voix de la veille. Douce, entraînée, dangereuse. Détends-toi, Ethan, personne ne doit le savoir. Maintenant, tout le monde le savait. Il trébucha vers le meuble à liqueur et se versa un verre de whisky. Ses mains tremblaient si fort que le liquide éclaboussa le comptoir. Sur le sol près de la porte gisait une petite chaussette bleue, celle de son fils. Il la ramassa, la pressant contre son visage, l'odeur de talc le frappant comme une lame. Pendant un instant, il imagina Claire debout là, murmurant doucement « Il a besoin de toi ». Mais tout ce qu'il entendit, c'était l'écho de ses propres choix. Une tempête se formait au-dessus de la ville, des éclairs zébrant la ligne d'horizon comme un jugement. Son reflet dans la fenêtre semblait étranger. Yeux injectés de sang, cravate défaite, visage creux. Ethan Cole avait bâti des gratte-ciels, acheté des sénateurs et plié les marchés à sa volonté. Mais maintenant, il ne pouvait même pas retrouver sa femme. Et quelque part au fond de lui, il savait que ce n'était que le début de sa punition. La lumière du matin se répandait à travers les hautes fenêtres de l'appartement de luxe de Sabrina Voss sur la 5e avenue. L'endroit sentait les bougies à la vanille et la victoire. Elle était assise en tailleur sur un canapé crème, faisant défiler son téléphone alors que les gros titres sur le scandale d'Ethan explosaient en ligne, ses lèvres se recourbant en un sourire. « Pauvre Claire !» murmura-t-elle d'un ton moqueur, remuant son latte au lait d'avoine. Elle n'a jamais compris le genre d'homme qu'elle a épousé. Ethan se tenait près de la fenêtre du sol au plafond, la mâchoire serrée, regardant la ville qu'il adorait autrefois. Tous les médias diffusaient la même histoire. La nuit secrète du milliardaire Ethan Cole au Plaza. Des photos de lui avec Sabrina au bar, riant, lui touchant la main. Son conseil d'administration appelait sans arrêt, ses investisseurs exigeaient une explication. « C'est ça ton idée de la discrétion ?» claqua-t-il. Sa voix résonna sur les sols en marbre. Sabrina ne broncha même pas. « Détends-toi, Ethan. Les médias oublient plus vite qu'ils ne pardonnent. Quelques dons,
quelques interviews sur la santé mentale et la pression. Tu seras le génie incompris la semaine prochaine. Il la regarda fixement, ressentant une vague de dégoût. Tu ne comprends pas. Claire est partie avec mon fils. Tu comprends ça? Sabrina leva enfin les yeux, feignant la sympathie. Tu m'as dit qu'elle était fragile. Peut-être qu'elle a fini par craquer. Sa main frappa le mur. Tu trouves ça drôle? Elle sourit. Je trouve ça ironique. Tu voulais la liberté, n'est-ce pas? Eh bien, maintenant tu l'as. Son téléphone vibra et elle le pencha vers lui. C'était un message d'une source anonyme. L'offre tient, 1/2 million pour les images. Sous le texte, une miniature floue. Tan torse nu l'embrassant sur l'épaule au plaza. Il se figea. Tu m'as enregistré? Assurance, chérie, dit-elle doucement, posant son téléphone. Tu n'es pas le premier homme à promettre l'éternité et à livrer la trahison. J'ai appris à me protéger. Il fit un pas vers elle, la rage éclairant ses yeux. Efface ça ou quoi? Chuchota-t-elle, se levant pour atteindre sa taille. Tu vas me frapper? Me menacer? Tu as peut-être fait peur à ta femme avec ton ton de milliardaire, mais je ne suis pas elle. Je suis celle qui sait à quoi tu ressembles quand tu es faible. Le souffle d'Ethan se fit court. Il se retourna, arpentant la pièce, passant ses 2 mains dans ses cheveux. Chaque seconde près d'elle lui semblait d'empoisonner. Son téléphone sonna. C'était son directeur financier. Il répondit rapidement, la voix tendue. « Ethan, dit l'homme nerveusement, nous avons une situation. Quelqu'un vient de vendre des documents internes à Hall Capital. Il prépare une OPA hostile. Nous perdons des actions à la minute. »« Hall? » murmura Ethan. « Raymond Hall. »« Oui, et il y a plus. Les documents proviennent de votre serveur privé. Il a été accédé sous les identifiants de Sabrina Voss. » Le regard d'Ethan se tourna vers elle. Sabrina souriait, calme, presque fière. « Tu m'as trahi, dit-il incrédule. Elle haussa les épaules. « Les affaires, bébé. Hall m'a offert protection et options. Tu m'as offert des mensonges. » Il la fixa alors que la réalisation le frappait. Claire n'avait pas été la seule à planifier une évasion. Il vivait dans une toile tissée par tous les mensonges qu'il avait jamais racontés. Il attrapa sa veste, se dirigeant vers la porte. Ce n'est pas fini. La voix de Sabrina le suivit comme de la soie et du venin. « Oh, c'est fini, Ethan. Tu ne l'as juste pas encore accepté. » Les portes de l'ascenseur se refermèrent derrière lui, emprisonnant son reflet dans les parois miroirs, sa cravate de travers, son visage pâle, les yeux brûlants de peur. Pour la première fois de sa vie, Ethan Cole n'était pas le prédateur. Il était la proie. Et tandis que l'ascenseur descendait, il sut une chose avec une certitude glaciale. Sabrina Voss venait de le détruire exactement comme il avait détruit Claire. La pluie se transforma en neige alors que la Mercedes noire d'Ethan Cole rugissait dans la nuit, ses phares traversant les autoroutes vides menant vers le nord. Les essuie-glaces battaient comme un cœur frénétique. Pendant 3 jours, il n'avait pas dormi. Chaque kilomètre parcouru lui semblait une confession. Quelque part au-delà de l'horizon gelé se trouvait Claire et l'enfant qu'il n'avait jamais vraiment rencontré. Il serra le volant jusqu'à ce que ses phalanges blanchissent. Son téléphone, monté sur le tablier de bord, affichait la dernière trace de l'utilisation de sa carte de crédit, une librairie à Portland, dans le Maine. Elle avait toujours aimé les librairies, les petites, les tranquilles, où les gens parlaient encore doucement, comme si la foi n'était pas éteinte. Il se souvenait l'avoir taquinée un jour parce qu'elle achetait des livres de poche au lieu de lire sur son iPad. Certaines choses valaient la peine d'être tenues dans ses mains, avait-elle dit. Il n'avait pas compris alors. Il comprenait maintenant. Les lumières de la ville de Portland apparurent au loin, tamisées, baignées de brouillard, indifférentes. Il se gara devant une librairie en briques appelée Arbor Pages et sortit dans l'air froid et salé. À l'intérieur, une femme aux cheveux argentés leva les yeux du comptoir. « Je peux vous aider ?» demanda-t-elle. Il lui montra une photo de Claire sur son téléphone. « Elle était ici il y a 3 jours. A-t-elle dit où elle allait? »
La femme hésita, ses yeux s'adoucissant. Elle avait un bébé avec elle et acheté quelques livres. Bonsoir Lune et un exemplaire de femme qui court avec les loups. A payé en espèces, a demandé des informations sur des locations près de la côte. La poitrine d'Ethan se serra. A-t-elle laissé un numéro? Non, mais elle avait l'air déterminée, comme quelqu'un qui ne reviendrait pas. Il quitta le magasin. La neige tombait plus fort maintenant, recouvrant la rue de silence. Le détective privé qu'il avait engagé appela quelques minutes plus tard. « Cole, ça ne va pas vous plaire, » dit l'homme. « La voiture de votre femme a été retrouvée abandonnée près de Rockport. Aucune trace d'elle ou du bébé. » Juste ça. Le grésillement statique précéda ce qu'Étienne entendit. Un bébé qui pleurait. Faible, mais réel. D'où ça vient? Des images de la dashcam d'un camion de livraison local. Horodatée, la même nuit où elle a disparu. Elle parlait à un homme avant de monter dans un autre véhicule. Les plaques sont introuvables. Un homme? Le pouls d'Ethan s'accéléra. Qui? Nous ne savons pas encore, mais qui que ce soit, il est intelligent. Toutes ces traces numériques ont disparu 1 heure après qu'elle l'ait rencontré. Compte bancaire vidé, téléphone effacé, GPS désactivé. Elle n'est pas juste partie, Cole. Elle s'est effacée. L'appel se termina, laissant Ethan seul avec le bruit du vent hurlant de l'Atlantique. Il regarda les vagues noires s'écraser contre les rochers. Réalisant que Claire n'avait pas fui par peur, elle avait planifié cela. Quelqu'un l'avait aidé. De retour à Manhattan, le monde se délectait de sa chute. Sabrina avait divulgué une autre vidéo de lui murmurant à l'oreille au plaza. « La femme d'or, bébé », avait-il dit dans cet enregistrement. Une phrase maintenant placardée sur tous les titres de tabloïds. Son conseil d'administration vota pour le destituer définitivement. Ses comptes étaient gelés. Des journalistes campaient devant son penthouse, criant des questions sur la disparition de Claire. Il les ignora tous, fixant le seul indice qu'il lui restait, une chaussette de bébé trouvée dans son SUV. Il la gardait maintenant dans sa poche, comme une confession à laquelle il ne pouvait échapper. À minuit, un nouvel email apparut dans sa boîte de réception. Pas d'expéditeur, pas d'objet, juste une phrase. « Tu m'as appris que le pouvoir peut tout détruire. Maintenant, tu vas apprendre ce que ça fait de le perdre. » Une photo était jointe. Claire debout sur une falaise au bord de la mer, le vent fouettant ses cheveux, leur bébé emmitouflé dans ses bras. Elle avait l'air forte, libre, intouchable. La gorge d'Ethan se serra. Pour la première fois de sa vie, l'homme qui avait conquis Manhattan réalisa qu'il ne la regagnerait peut-être jamais. Bien avant qu'Ethan Cole ne devienne le nom impitoyable qui s'affichait dans les magazines d'affaires, il n'était qu'un homme brisé, allongé dans un lit d'hôpital, fixant des dalles de plafond qu'il ne pouvait compter. 7 ans plus tôt, un accident de voiture l'avait laissé avec 2 côtes fracturées et une clavicule brisée. La nuit où cela s'était produit, il roulait trop vite sous la pluie de Manhattan, furieux après avoir perdu un accord. Le destin, cruel et calculé, l'avait conduit à l'hôpital Mount Sinai et à elle, Claire Morgan. Elle ne ressemblait pas aux femmes auxquelles Athènes était habituée. Pas de talons de créateur, pas de rire de champagne. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné, des mèches tombant sur son front alors qu'elle vérifiait sa perfusion. Elle sentait légèrement la lavande et l'antiseptique. « Vous avez de la chance », avait-elle dit, sa voix calme mais ferme. « La voiture est détruite, mais votre cœur bat toujours. Essayez de le garder ainsi. » Il avait souri à travers la douleur. « Vous parlez toujours à vos patients comme ça? » « Seulement aux arrogants, avait-elle répondu, griffonnant des notes sur son dossier. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un le regardait et ne voyait ni argent ni pouvoir. Elle voyait un homme qui saignait, effrayé et têtu. Pendant ces 3 semaines de convalescence, elle était devenue son encre. Il parlait la nuit quand la ville dehors se taisait. Elle lui parlait de son enfance dans le Vermont, comment elle avait perdu sa mère malade,
Comment elle travaillait à double poste pour payer ses études d'infirmière. Il ne lui parlait pas d'affaires, juste de ses rêves de construire un jour quelque chose qui compte. Le dernier jour, il avait essayé de lui donner une enveloppe d'argent, un merci pour sa gentillesse. Elle l'avait repoussé. Vous ne pouvez pas acheter la gratitude, Monsieur Cole. Certaines choses, on les ressent juste. Il l'avait regardé s'éloigner, cette confiance tranquille gravée dans sa mémoire. Des mois plus tard, il s'était présenté à son hôpital avec des fleurs et une simple demande. Un café. Elle avait hésité, mais avait dit oui. Ce café s'était transformé en dîner, en rire et en longues promenades à Central Park. Au printemps suivant, elle était Madame Claire Cole. Au début, leur amour était quelque chose de sacré. Ils vivaient dans un modeste appartement de l'Upper West Side, mangeant des plats chinois à emporter sur le sol, riant pour rien. Elle dessinait de petits cœurs sur ses serviettes avant qu'ils ne partent travailler. N'oublie pas pourquoi tu as commencé, lui chuchotait-elle. Mais plus Ethan montait, moins il regardait en bas pour voir qui tenait l'échelle. Maintenant, assis dans l'obscurité d'un motel routier dans le Maine, il rejouait ses souvenirs comme un film de confession. Il pouvait presque entendre sa voix. Tu ne peux pas acheter la gratitude. La même femme qui l'avait guéri autrefois était maintenant celle qui le détruisait avec une précision chirurgicale. Son téléphone vibra à nouveau. Un autre coup. Son avocat lui envoya un SMS. Votre femme a retiré votre nom du fonds fiduciaire conjoint. Le transfert a été effectué à la C, Morgan Foundation. Il fixa le message, la réalisation s'installant comme de la glace. C'était son nom de jeune fille. Elle ne s'était pas enfuie. Elle avait reconstruit son identité. Elle avait appris de l'homme qui lui avait tout appris sur le contrôle et avait retourné ses leçons contre lui. Il se versa un autre verre, mais le whisky brûla comme la vérité. La femme qu'il avait autrefois sauvée était devenue celle qui se sauvait elle-même. Un coup résonna à travers les minces murs du motel. Ethan se figea. Il ouvrit la porte et trouva un paquet posé sur le sol. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, une seule photographie. Claire souriant, tenant leur bébé devant une petite clinique au bord de l'océan. Au dos de son écriture. Tu as dit un jour que tu voulais construire quelque chose qui compte. Je l'ai fait. La photo lui glissa des mains alors que sa poitrine se serrait d'une douleur plus profonde que la culpabilité. Le matin après avoir reçu la photographie de Claire, Ethan Cole se réveilla au son de sa propre respiration. Superficielle, agitée, humaine. La chambre du motel était sombre, sentant la moquette humide et le whisky rassis. Il n'avait pas dormi. La culpabilité avait remplacé l'épuisement comme compagne. Sur la table de nuit, la photo de Claire et de leur enfant, tous deux souriant sous un ciel gris, encadrés par une pancarte peinte à la main. Harbor Clinic. Il la reprit, étudiant chaque trait de son visage. Il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. De la force, un genre de pouvoir tranquille et inébranlable qu'il n'avait jamais vu auparavant. Cela le terrifiait. Son téléphone vibra. Le nom de Sabrina s'afficha à l'écran. Il l'ignora. Il vibra à nouveau, puis encore, jusqu'à ce qu'il finisse par répondre. « Qu'est-ce que tu veux ?» grogna-t-il. « Détends-toi, ronronna Sabrina. « Je prends juste des nouvelles. Tu as disparu des radars. Mauvais pour les affaires. » « Il n'y a plus d'affaires, claqua-t-il. « Oh, il y a toujours des affaires, dit-elle, surtout quand il y a un enfant en jeu. » Ethan se figea. « Qu'est-ce que tu as dit? » Le ton de Sabrina changea, doux, délibéré. « Tu penses être le seul à avoir des secrets, Ethan? Tu penses que ta femme est la seule femme qui peut disparaître? » Il serra le téléphone plus fort. « Si tu insinues ce que je pense que tu insinues, je n'insinue pas, l'interrompit-elle. Je te dis que je suis enceinte. » Le silence engloutit la ligne. Il eut l'impression qu'une balle avait été tirée derrière ses côtes. « C'est impossible, dit-il doucement. Tu mens. »« Peut-être, dit-elle, son sourire audible à travers le téléphone. Mais imagine ce que les tabloïds feraient de cette histoire.
Le milliardaire déshonoré met enceinte sa maîtresse pendant que sa femme disparaît avec leur nouveau-né. Ça s'écrit tout seul, n'est-ce pas? Les jointures d'Ethan blanchirent autour du téléphone. Qu'est-ce que tu veux? Un règlement, dit-elle doucement. 5 millions de dollars. Je disparaîtrai, je me tairai, et le monde n'aura jamais besoin de savoir que tu es un monstre 2 fois. Il rit amèrement. Tu penses vraiment qu'il me reste autant d'argent? Hall me saigne à blanc. Oh, je sais, dit-elle. C'est pourquoi je me suis également permis de lui envoyer notre petite vidéo. Disons qu'il paye mieux que toi. La ligne se coupa. Ethan fixa le miroir fissuré au-dessus du lavabo. Son reflet lui était étranger. Yeux creux, barbe de plusieurs jours, un costume qui avait autrefois coûté 3000 dollars pendait maintenant lâchement sur sa silhouette. Il vit l'homme que Claire avait aimé enfoui sous l'arrogance et la cupidité et détesta ceux qui le regardaient. Une notification clignota sur son téléphone. Dernières nouvelles. Raymond Holt étend ses avoirs, acquiert la filiale Cole Realty. C'était officiel. L'empire qu'il avait bâti à partir de rien appartenait maintenant à l'homme qu'il avait autrefois supplié d'obtenir un emploi. L'homme qui, selon la rumeur, avait fréquenté Claire avant qu'elle ne rencontre Ethan. Le monde, semblait-il, avait un sens de l'ironie cruelle. Plus tard dans la nuit, on frappa à sa porte. Il ouvrit, s'attendant à des journalistes. Au lieu de cela, c'était un coursier tenant une enveloppe brune. Pas de nom, pas d'adresse de retour. À l'intérieur, une seule feuille de papier disait « Tu as bâti ton royaume sur la trahison. Maintenant, regarde-elle s'effondrer, mensonge après mensonge. » Une clé USB était jointe. Il la brancha sur son ordinateur portable. Des dizaines de fichiers apparurent. Communication du conseil d'administration, virements financiers, preuves de délit d'initié. La voix de Sabrina se fit entendre faiblement sur le premier enregistrement. Il se fiche de qui il ruine, Raymond. Assure-toi juste qu'il ne respire plus jamais le même air qu'elle. L'estomac d'Ethan se tordit. Ses péchés avaient fait le tour. Chaque mensonge qu'il avait raconté avait maintenant une voix. Chaque secret un témoin. Assis là, le visage éclairé par la lueur de l'écran, il réalisa la vérité la plus cruelle de toutes. Il n'était pas seulement trahi. Il avait entraîné ses traîtres. L'ennemi dans son miroir s'était multiplié. La neige tombait en épaisses couches silencieuses devant la fenêtre de la chambre de motel d'Ethan. Le monde extérieur était blanc et impitoyable, comme une page blanche le défiant de tout recommencer. Il n'avait pas mangé depuis 2 jours. Chaque appel à son avocat se terminait par une nouvelle perte. Compte gelé, actifs saisis, une enquête fédérale en cours pour délit d'initié. L'empire qui portait autrefois son nom appartenait maintenant à Raymond Hull. Mais la douleur la plus profonde n'était pas financière. C'était le silence. Aucune nouvelle de Claire. Aucun son du cri de son enfant. Juste un écran de téléphone vide le narguant avec le néant. Il était assis au bord du lit, la tête entre les mains, lorsqu'une notification d'email clignota sur l'écran de l'ordinateur portable. Le champ de l'expéditeur était vide. L'objet disait « Arrête de la chercher ». Le pouls d'Ethan s'accéléra. Il l'ouvrit. « Elle est en sécurité. Elle n'a pas besoin de tes excuses ni de ton argent. Continue de chercher et j'enterrerai tous les secrets que tu as jamais cachés. Tu lui as appris à survivre. Elle a mieux appris que tu ne le penses. » Sous le texte, une seule pièce jointe, une photo. Claire se tenait sur une falaise surplombant l'océan, émitouflée dans un manteau sombre, le bébé dans ses bras. Derrière elle, un homme se tenait légèrement hors cadre, large épaule. Une posture familière. Ten zooma jusqu'à ce que son cœur s'arrête. C'était Michael Reed, le frère aîné de Claire. Les souvenirs le frappèrent comme des éclats de verre. Michael avait été là la nuit où Ethan avait fait sa demande, lui serrant la main à contre-cœur. Il avait été à leur mariage, chuchotant à Claire pendant les vœux. « Ne le laisse pas te transformer en trophée. » Ethan l'avait ignoré, le traitant de surprotecteur. Maintenant, ce même homme tenait la vie de sa femme entre ses mains.
Le téléphone sonna, vibrant violemment contre la table de nuit. Un numéro bloqué. Ethan hésita, puis répondit, essayant toujours de jouer le sauveur. Une voix grave dit, « Michael, où est-elle? » demanda Ethan. « Tu n'en as pas le droit. » Michael le coupa. « J'ai tous les droits. Tu as perdu les siens quand tu as choisi une chambre d'hôtel plutôt que ta famille. »« Tu ne comprends pas, » répliqua Ethan. « J'ai fait une erreur. »« Non, » Michael l'interrompit froidement. « Tu as créé un schéma. » La gorge d'Ethan se serra. « S'il te plaît, je veux juste voir mon fils. » Il y eut un silence sur la ligne, puis la voix de Michael s'adoucit, presque avec pitié. « Ton fils n'a pas besoin de voir à quoi ressemble un homme quand il se détruit. Claire a construit quelque chose ici. Elle aide à nouveau les gens. Elle est heureuse. » Ethan pressa sa main contre son front. « Si elle est heureuse, alors pourquoi les menaces? Pourquoi ces jeux? Parce que tu n'abandonnes pas, Ethan. Tu n'as jamais abandonné. Alors, je te donne une raison de le faire. » « Hull, qu'est-ce que tu veux dire? Tu te souviens du fonds de charité que tu utilisais pour déplacer des comptes offshore? Celui sous le nom de Holt? » Ethan se figea. « C'est scellé. »« Plus maintenant, » dit Michael. « J'ai des copies de tout. Si tu la suis à nouveau, je le divulguerai à tous les médias du pays. Hull, Sabrina, la Sissi, tout le monde verra le genre d'homme que tu es vraiment. » Ethan sentit son estomac se tordre. « Tu me fais chanter. »« Non, » dit Michael. « Je la protège. Quelqu'un aurait dû le faire il y a longtemps. » Comment la ligne se coupa. Pendant un long moment, Ethan resta assis là, fixant l'obscurité. Le seul bruit était le vent qui faisait trembler les fines fenêtres. Il comprit enfin. Claire n'avait pas disparu par peur. Elle s'était échappée sous protection. Elle avait des alliés, des gens qui avaient appris à combattre le monstre qu'il était devenu. Dehors, un SUV noir tournait au ralenti de l'autre côté de la rue. Une silhouette était assise à l'intérieur, observant. Ethan se dirigea vers la fenêtre, mais avant qu'il ne puisse cligner des yeux, les phares du véhicule s'allumèrent et il s'éloigna dans la neige. Il réalisa alors que Michael ne bluffait pas. Claire était quelque part à proximité, et chaque pas qu'Ethan ferait vers elle le mènerait face à face, non pas avec son pardon, mais avec sa propre destruction. Manhattan semblait plus cruel sous la lumière hivernale, nette, métallique, sans âme. Ethan Cole entra dans son ancien bureau de Park Avenue comme un fantôme, revenant sur les lieux de sa propre exécution. Des flashs crépitèrent devant les portes tournantes. Des journalistes crièrent des questions sur la faillite, la trahison et les épouses disparues. Il les ignora tous. À l'intérieur du hall de marbre qui portait autrefois ses initiales, affichait maintenant une plaque argentée étincelante. Holt Capital Realty. Raymond Holt avait officiellement gagné. La réceptionniste, une jeune femme qui se levait autrefois d'un bond à l'entrée d'Ethan, évitait maintenant son regard. « Monsieur Holt n'est pas disponible, » murmura-t-elle. Ethan sourit amèrement. « Il le sera, Chen. » Il traversa les portes vitrées de la salle du conseil d'administration. Hull se tenait à la tête de la table, ses cheveux poivres et celle impeccable, son expression calme. À côté de lui était assise Sabrina Voss, drapée de soie cramoisie, croisant les jambes comme si elle possédait le monde. « Ethan, » dit Holt d'un ton suave, « quelle surprise! À quoi devons-nous cet honneur? » « Tu m'as trahi, » siffla Ethan. « Tu l'as utilisé pour me détruire. » Le sourire de Sabrina s'élargit. « Correction! Tu t'es détruit toi-même. J'ai juste offert au monde une place au premier rang. » Hull ricana doucement. « Ne sois pas dramatique. C'est du business. Tu t'es fait des ennemis, Ethan. Je leur ai juste donné une invitation. » Ethan claqua un dossier sur la table. « Tu penses que c'est fini? » Je connais les comptes offshore, les paradis fiscaux, les accords secrets. « Ah !» l'interrompit Hull, levant un sourcil. « Ces comptes n'existent plus. Le frère de ta femme s'en est assuré. » Ethan se figea. Michael, Hull se pencha en avant. « Il est plus astucieux que tu ne l'as jamais cru. Un homme très capable.
Claire a eu raison de lui faire confiance. La pièce s'inclina. Pendant un instant, Ethan ne put respirer. Ils savaient tous, Claire, Michael, Hull, Sabrina. Ils avaient bâti une forteresse de vengeance autour de lui, brique par brique. Sabrina se leva et s'approcha, son parfum suffocant. « Tu aurais dû la voir, Ethan, dit-elle doucement. Elle n'a pas pleuré, n'a pas crié, elle a juste souri. M'a dit qu'elle espérait que je prendrais plaisir à nettoyer le désordre que tu avais laissé derrière toi. » Quand il la regarda, les yeux brûlants. « Qu'est-ce que tu veux? » « Honnêtement, chuchota-t-elle, je l'ai déjà. » À ce moment, Hull jeta un dossier sur la table. « C'est fini, Cole. Il y a un mandat d'arrêt actif pour faute financière. J'ai déjà parlé à la SECI. Quand ils viendront te chercher, je te suggère de coopérer. Pour le bien de l'enfant. » L'enfant. Le mot le frappa comme un marteau. Ethan attrapa le dossier et sortit en trombe. Son monde, la ligne d'horizon qu'il avait conquise, s'effondrait plus vite qu'il ne pouvait le comprendre. Dehors, le vent coupait son manteau alors qu'il descendait la 5e avenue, les lumières de la ville se transformant en traînées d'or gris. Il chercha son téléphone, désespéré de trouver quelque chose de familier, quelqu'un à qui faire confiance. Il n'y avait qu'un seul contact qui valait la peine d'être appelé. Il composa l'ancien numéro de Claire. À son choc, il sonna une fois, puis se connecta. Un souffle à l'autre bout. Pas de mots, juste le faible bruit des vagues de l'océan. « Claire, » murmura-t-il, « s'il te plaît, dis-moi juste que tu es en sécurité. » Silence. Puis doucement, une voix qui n'était pas la sienne. « Michael, je t'avais prévenu, » dit-il. « Maintenant, c'est trop tard. » La ligne se coupa. Quelques instants par heure, le téléphone d'Ethan vibra avec un nouveau message. Pas de numéro, pas de nom, juste une vidéo. Il cliqua sur lecture. Sabrina, assise dans une suite d'hôtel, levant son champagne vers la caméra. « Félicitations, Ethan, dit-elle. Tu viens de tout perdre 2 fois. » Hull! Le clip se termina par un son qui le glaça, un bébé pleurant faiblement en arrière-plan. Son sang se glaça. Les murs de Manhattan, l'empire qu'il avait autrefois dirigé, lui semblaient maintenant une prison qui se refermait. Chaque chemin qu'il prenait le menait plus profondément dans le piège qu'il avait lui-même construit. Et cette fois, il n'y avait plus personne à blâmer. L'océan à Rockport était de la couleur de l'étain ce matin-là, calme mais froid, le genre de quiétude qui portait son propre avertissement. Claire Cole se tenait près de la fenêtre d'un petit cottage de bord de mer, berçant son bébé dans ses bras, tandis que les mouettes tournaient au-dessus des falaises. Le vent faisait vibrer les carreaux de verre, mais à l'intérieur du cottage, il faisait chaud, empli de la légère odeur de sel, de lait et du berceau en cèdre que Michael avait construit à la main. Pour la première fois depuis des mois, elle pouvait respirer. Pas de caméra, pas de secret, pas d'Ethan. Le petit garçon nommé Noah dormait profondément contre sa poitrine, ses douces respirations épousant le rythme des vagues. Claire traça la petite boucle de ses cheveux et murmura « Tu es en sécurité maintenant. » Sa voix trembla comme si prononcer les mots pouvait les rendre vrais. La vie en cachette était devenue une étrange sorte de paix. La ville était petite, du genre où tout le monde acquiesce mais ne pose jamais de questions. Pour les habitants, elle était Mademoiselle Morgan, une infirmière tranquille qui avait ouvert une clinique gratuite pour les familles de pêcheurs. Elle passait ses matinées à s'occuper d'enfants aux joues gercées et ses soirées à regarder Noah rêver près de la cheminée. Sur la table, près de la fenêtre, il y avait un exemplaire de Femme qui courent avec les loups et une tasse Starbucks à moitié vide à portée de Portland. De petits souvenirs du monde qu'elle avait laissé derrière elle. Chaque nuit, elle écrivait des lettres qu'elle n'enverrait jamais. Des lettres à Ethan, des lettres à la femme qu'elle était autrefois. Tu as dit un jour que nous pourrions tous survivre. Tu as menti. Mais peut-être que tes mensonges m'ont donné le courage de sauver notre fils. Elle plia la lettre soigneusement,
l'ajoutant à une pile grandissante à l'intérieur d'une boîte en bois. Puis elle regarda l'horizon, le même horizon qu'Ethan devrait traverser s'il la trouvait un jour. Michael entra discrètement, portant un panier de provisions de la ville. Sa présence remplissait la pièce comme de l'eau calme. « Comment va Noah ?» demanda-t-il. « Il dort, dit-elle doucement, comme s'il appartenait à la mer. » Michael sourit faiblement. « Tu devrais te reposer, toi aussi. » Claire secoua la tête. Le repos n'aide pas quand on rêve du passé. Il hésita, la regardant tracer la fenêtre du doigt. « Tu as fait de la bonne chose, Claire. » Il avait tout, pouvoir, argent, influence, mais il n'a jamais protégé ce qui comptait. « Je ne veux pas de vengeance, murmura-t-elle. Je veux juste la paix. » Michael soupira. La paix vient quand le coupable arrête de te poursuivre. Mais Ethan Cole ne sait pas comment s'arrêter. Comme si invoqué par ces mots, une ombre se déplaça sur les falaises à l'extérieur. Une Mercedes noire élégante était garée près des rochers, son moteur éteint, la porte côté conducteur légèrement ouverte. Le pouls de Claire s'accéléra. « Michael, murmura-t-elle, reculant de la fenêtre. Il bougea rapidement, l'attirant vers l'arrière-salle. « Reste ici, n'ouvre pas la porte. » Elle serra Noah contre elle, son cœur battant la chamade. Par la fente du rideau, elle vit Michael s'élancer dehors, le vent fouettant son manteau. Il s'approcha de la voiture, jeta un coup d'œil à l'intérieur, vide. Seul un téléphone était posé sur le siège passager, son écran fissuré, jouant toujours une faible boucle audio. La voix de Sabrina. « Tu viens de tout perdre 2 fois. » Michael jura à voix basse et jeta le téléphone à la mer. Quand il revint, son visage était pâle. « Il nous surveille à nouveau, dit-il. Nous devons déménager. » Claire déglutit difficilement. « Comment nous a-t-il trouvés? »« Il ne l'a pas fait, » répondit Michael. « Quelqu'un veut qu'il pense qu'il l'a fait. » Cette nuit-là, après que Michael eut sécurisé les portes, Claire s'assit près du feu, berçant Noah lentement. Les flammes vacillaient sur la lettre qu'elle tenait, une qu'elle n'avait pas encore écrite. « Si jamais tu trouves ça, Ethan, j'espère que tu as appris ce que coûte l'amour quand il est bâti sur des mensonges. » Dehors, la marée montait, effaçant les empreintes dans le sable. Le passé venait la chercher. Mais cette fois, ce n'était pas elle qui fuirait. La ville qui vénérait autrefois Ethan Cole le traitait maintenant comme un fantôme. Son penthouse avait été saisi, son nom effacé de la ligne d'horizon qu'il avait bâtie, et son visage placardé sur les titres de scandales financiers. Chaque matin, les tabloïds devant les marches du palais de justice criaient sa nouvelle identité. Le roi déchu de Manhattan. Mais Ethan le remarquait à peine. Il passait ses journées dans un studio loué surplombant l'East River, ses nuits se noyant dans le silence. Il ne buvait plus. La bouteille de whisky restait non ouverte sur le comptoir comme une relique d'une autre vie. Au lieu de cela, il écrivait. Chaque nuit, quand le bruit dans sa tête devenait trop fort, il s'asseyait à son bureau et écrivait à Claire. Les premières lettres étaient en colère, des excuses désespérées mêlées de fierté. « Tu as tout pris, Claire, mais peut-être avais-tu raison aussi. » Puis vint le regret. « J'étais là, mais je n'étais pas présent. Je pensais que pourvoir était la même chose qu'aimer. Je pensais que le succès pouvait remplir les espaces où l'amour avait autrefois vécu. » Et enfin, la tristesse. « Je ne mérite pas de le voir grandir. Mais s'il rit comme toi, s'il a tes yeux, alors peut-être qu'il reste encore quelque chose de bon en moi. » Il n'en envoya jamais aucune. La pile grandit, attachée avec une ficelle, posée à côté d'une seule photo encadrée. Claire et Louis à leur mariage, la lumière du soleil se déversant par la fenêtre de la chapelle. Un soir, alors qu'il écrivait, son ordinateur portable émit un son signalant un nouveau message. Il provenait d'une thérapeute à laquelle il avait été référé après les audiences. Dr. Eva Moreno, spécialiste en deuil et réadaptation. Leur séance commençait en ligne, sa voix calme et délibérée. « Vous n'êtes pas puni par les autres, Monsieur Cole, avait-elle dit un jour.
Vous êtes puni par votre propre reflet. Ethan avait fixé l'écran pendant longtemps avant de répondre. Alors, comment pardonner ce que je vois? Le docteur Moreno sourit doucement. En reconstruisant pièce par pièce, vous avez autrefois construit des tours pour l'argent. Construisez quelque chose maintenant pour le sens. Cette nuit-là, il ouvrit l'une de ses vieilles boîtes remplies de prix et d'articles de journaux et les jeta dans la cheminée. Regardant les flammes dévorer son héritage, il murmura. Cela n'a jamais valu la peine. Bien. Mais juste au moment où il commençait à ressentir quelque chose d'approchant la paix, le passé le rattrapa. Son avocat appela. Ethan, vous devriez voir ça, dit l'homme. Une journaliste du New York Chronicle prépare un exposé sur la nouvelle fondation de Claire. Il ligne ses fonds au compte que vous utilisiez autrefois offshore. Le souffle d'Ethan se coupa. C'est impossible. Elle ne sait même pas pour ça. C'est le problème. Quelqu'un leur fournit des informations. Si cela éclate, elle perdra tout ce qu'elle a construit. Vite. Pour la première fois depuis des mois, l'adrénaline parcourut Ethan. L'histoire n'était plus à propos de lui. Elle était à propos d'elle, à propos de la seule personne qu'il avait encore une chance de protéger. Il ouvrit ses anciens fichiers cryptés, traçant les empreintes numériques qui avaient planté l'histoire. La piste mena à un seul nom, Sabrina Voss. Bien sûr, elle n'avait pas encore fini. Ethan attrapa son manteau et son carnet de lettres. Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait l'aider à l'arrêter maintenant, Raymond Holt. Et bien que Holt lui ait tout volé, il détestait Sabrina tout autant. Avant de partir, Ethan regarda sa dernière lettre inachevée à Claire. Tu as dit un jour que je construisais des tours pour mon ego. Maintenant, je construis une dernière chose, la rédemption. Il plia la page, la glissa dans la poche de son manteau et sortit dans la nuit froide. Pour la première fois depuis longtemps, Ethan ne fuyait pas ses erreurs. Il courait vers elle. La lettre resterait non envoyée, mais ses actions parleraient plus fort. Ethan Cole n'était pas entré dans un bureau d'entreprise depuis des mois. Mais au moment où il entra dans le gratte-ciel de Holt Capital sur Park Avenue, les vieux instincts revinrent, les épaules redressées, la démarche assurée, l'aura de contrôle. Seulement cette fois, le contrôle était une illusion. Les gardes le regardèrent avec suspicion. Son nom autrefois respecté persistait maintenant dans le monde des affaires comme une malédiction. Il était là pour affronter son plus grand ennemi et peut-être pour sauver la seule personne qui avait jamais compté. L'assistant de Raymond Holt le conduisit dans une salle de conférence au mur de verre. Holt se tenait à l'extrémité, les mains dans les poches, regardant la neige tomber sur Manhattan. Son costume était impeccable, son calme troublant. « Tu es soit courageux, soit désespéré de venir ici, Cole, » dit-il sans se retourner. « Peut-être les deux, » répondit Ethan. « Mais il ne s'agit plus de nous. Il s'agit de Claire. »« Zut !» Holt lui fit enfin face, un sourcil levé. « Tu veux dire la femme que tu as brisée? » Ethan déglutit difficilement. Quelqu'un essaie de détruire sa fondation. Il la ligne à mes anciens comptes offshore. Si l'histoire devient publique, elle perdra tout ce qu'elle a construit. Holt l'étudia longuement, puis sourit. Tu as l'air sincère. C'est nouveau. Je ne demande pas pardon, dit Ethan. Je demande de l'aide. Holt versa 2 verres de whisky et lui en tendit un. Tu es trop tard. La fuite ne vient pas de moi. Elle vient de Sabrina Voss. La poigne d'Ethan se resserra. Elle travaille avec quelqu'un. Holt hocha la tête. L'assistant d'un sénateur, ils se font chanter mutuellement, t'utilisant comme garantie. Sabrina demande 5 millions pour enterrer les preuves. Typique d'elle. L'estomac d'Ethan se tordit. Si cela devient public, le nom de Claire sera traîné dans la boue. Elle ne mérite pas ça. Hall se pencha plus près, la voix basse. Moi non plus, quand tu me l'as volé il y a 7 ans. Zut! Les mots frappèrent plus fort qu'Ethan ne s'y attendait. Tu penses que j'ai planifié tout ça? Je pense que tu étais aveuglé par l'ego. Mais peut-être.
Hull, faisant tourner le whisky. Peut-être as-tu enfin appris ce que coûte d'être humain. Alors aide-moi, dit Ethan doucement. Pas pour moi, pour elle. Hull soupira. Je vais passer quelques appels. Mais si Sabrina bluffe, elle ne s'arrêtera pas tant que quelqu'un ne l'aura pas arrêtée pour de bon. Ethan quitta le bâtiment, le cœur battant. Les mots de Holt résonnaient dans sa tête. Les rues étaient glissantes de glace, les néons se reflétant dans les flaques comme du verre brisé. Il marcha des heures, l'esprit tourbillonnant de culpabilité et de fureur, jusqu'à ce que son téléphone vibre. Un message de Sabrina Voss, jouant toujours les héroïnes. « Rendez-moi au Langham, minuit. Apporte ce qui reste de ton âme. » Il arriva à l'hôtel juste avant minuit. Sabrina l'attendait au bar, vêtue de noir, les yeux brillants comme de l'obsidienne polie. « Tu as l'air terrible, dit-elle en sirotant son martini. La rédemption ne te va pas. » Il s'assit en face d'elle. « Tu entraînes Claire là-dedans maintenant. Elle n'a rien à voir avec toi. » Sabrina se pencha en avant. « Oh, mais elle a tout à voir avec moi. Tu m'as quitté pour elle bien avant que tu ne couches avec moi. » Ethan fronça les sourcils. « De quoi parlais-tu? »« Je voulais être la femme qui pourrait te sauver, dit-elle, sa voix tremblant légèrement pour la première fois, presque humaine. Mais elle l'était déjà. Tu ne l'as juste pas remarqué avant qu'il ne soit trop tard. » Chérie, il la fixa, réalisant que sous le venin, il y avait de la vérité. « Je ne te paierai rien, dit-il. Range les fichiers et je m'exposerai. Le monde saura que j'ai menti. J'ai triché, je l'ai ruiné. Mais je m'assurerai aussi que tout le monde sache que tu l'as fait aussi. » Le sourire de Sabrina vacilla. « Tu n'oserais pas. »« Je l'ai déjà fait, dit-il en se levant. Vérifie tes emails. » Ses yeux se tournèrent vers son téléphone. La couleur quitta son visage alors qu'elle lisait l'objet. Confession d'un homme brisé par Ethan Cole. Il avait divulgué sa propre histoire à la presse avant qu'elle ne puisse le faire. Pour la première fois, elle parut petite. « Tu viens de brûler ton empire, » murmura-t-elle. Ethan hocha la tête. « Exactement. Maintenant, tu n'as plus rien à me reprocher. » Il quitta le Langham sans se retourner, le bruit de son verre brisé résonnant derrière lui. Dehors, la neige tombait à nouveau, mais pour la première fois, il ne faisait pas froid. La tempête arriva de l'Atlantique comme une punition elle-même, violente, implacable et assourdissante. Le ciel au-dessus de la côte du Maine était une ecchymose de gris et d'argent, les vagues s'écrasant contre les falaises avec la fureur de quelque chose d'ancien. Dans le petit cottage de bord de mer, Claire Cole tenait son fils serré contre elle, tandis que le tonnerre faisait trembler les fenêtres. Chaque éclair illuminant les murs où les ombres dansaient comme des fantômes de son passé. Michael fit irruption par la porte, trempé jusqu'aux os. « Le pont est inondé, dit-il, posant une lanterne sur la table. Nous allons bientôt perdre le courant. J'ai appelé la ville, mais les routes sont déjà fermées. » Claire essaya de rester calme, mais le bébé pleurait. Un cri aigu et effrayé qui perçait à travers le vent hurlant. Elle le berça doucement, murmurant « Tout va bien, Noah. Maman est là. » Pourtant, même en le disant, elle n'était pas sûre de le croire. Les lumières vacillèrent une fois, deux fois, et s'éteignirent. L'obscurité engloutit la pièce. Le seul son était la pluie battant le toit. Michael alluma la lanterne, la lueur dorée tremblant dans sa main. « Nous allons devoir attendre que ça passe, dit-il. Le générateur est en panne. » Claire hocha la tête, serrant Noah plus fort. « C'est grave? » »« Assez grave pour que personne ne vienne avant le matin. » Il la regarda, hésitant. « Tu devrais te reposer. » Mais le sommeil était impossible. Chaque rafale de vent sonnait comme un avertissement. Chaque craquement du bois lui rappelait que le danger avait le don de la retrouver, même dans les endroits les plus cachés. Elle s'assit près de la fenêtre, regardant l'océan qui l'avait à la fois abrité et emprisonné. Puis, dans un éclair, elle le vit, les phares traversant la pluie, une voiture avançant lentement sur la route inondée. « Michael,
murmura-t-elle. « Quelqu'un, c'est dehors. » Il la rejoignit à la fenêtre, son visage se tendant. Personne ne devrait conduire dans ces conditions. Sauf si... La phrase mourut sur ses lèvres. La voiture tourna dans leur allée, les pneus sifflant sur le gravier mouillé. Le cœur de Claire tambourina dans sa poitrine. Elle reconnaissait cette forme, élégante, noire, inébranlable. La Mercedes. Michael attrapa son manteau. « Reste ici, » ordonna-t-il. Claire ne bougea pas. Ses mains tremblèrent tandis qu'elle le regardait disparaître dans la tempête. Les minutes semblèrent des heures. La pluie tomba plus fort, s'infiltrant par le toit, puis des cris, étouffés, lointains, mais indubitables. La voix de Michael. Elle posa Noah doucement dans son berceau, puis courut à la porte. Le froid la frappa comme des couteaux alors qu'elle sortait dans la tempête, le vent la faisant presque tomber. La foudre déchira le ciel et pendant un instant, elle les vit. Michael se tenant à quelques centimètres d'un autre homme, les poings serrés, la pluie coulant sur leur visage. Ethan. Il ne ressemblait en rien à l'homme dont elle se souvenait. Ses cheveux étaient plus longs, ses vêtements trempés et déchirés. L'arrogance avait disparu, remplacée par quelque chose de brut, du désespoir. « Claire !» cria-t-il à travers le rugissement du vent. « S'il te plaît !» Michael lui bloqua le chemin. « Tu ne devrais pas être ici. »« Je devais la voir, » cria Ethan. « Je ne suis pas venu pour l'emmener. Je voulais juste savoir qu'elle était en vie. » La voix de Claire perça le chaos. « Pourquoi maintenant, Ethan? » Il se tourna vers elle, les yeux brillants d'un chagrin qu'elle ne reconnut pas. « Parce que je comprends enfin ce que j'ai détruit. Je ne veux pas de pardon. Je veux juste t'aider si tu me laisses faire. » Un autre éclair frappa à proximité, secouant le sol. Le vent hurla plus fort et soudain, le toit du cottage céda avec un craquement. Michael attrapa le berceau de Noah alors que des débris volaient. Claire cria, tendant la main vers son fils. Ethan s'élança, les protégeant tous les deux de son corps, alors qu'une partie du plafond s'effondrait derrière lui. Lorsque la tempête commença enfin à s'estomper, les trois se blottirent dans le coin, trempés, grelottants, mais vivants. La petite main de Noah se tendit et attrapa la chemise trempée d'Ethan, serrant fort. Pour la première fois, Claire ne le repoussa pas. Le matin se leva pâle et fragile après la tempête. La mer était plus calme maintenant, bien que des branches amadées et des débris jonchent le rivage. À l'intérieur du cottage endommagé, l'odeur de bois mouillé et de fumée persistait. Claire était assise près de la cheminée. À la cheminée, son fils enveloppé et dans une couverture contre sa poitrine. De l'autre côté de la pièce, Ethan se tenait silencieusement, se séchant les cheveux avec une serviette. Le bandage sur son bras était frais. Il avait été coupé en les sauvant de l'effondrement du toit. Michael s'appuya contre le mur, le regardant fixement. « Tu n'aurais pas dû venir, » dit-il sèchement. La voix d'Ethan était basse mais ferme. « Tu penses que j'avais prévu d'arriver en pleine tempête? Je ne savais même pas qu'elle était ici avant que les panneaux routiers ne disparaissent derrière moi. J'ai juste conduit vers le nord jusqu'à ne plus pouvoir. » Michael ricana. « Et quoi? Tu pensais que tu allais te montrer, jouer les héros, et elle oublierait tout ce que tu as fait? »« Arrêtez, » dit Claire doucement. Les deux hommes se tournèrent vers elle. Sa voix tremblait, mais ses yeux étaient fermes. Plus de dispute. Pas ici. Pas devant lui. Elle regarda Noah qui s'était endormi sur son épaule. Il a déjà vu assez de tempête, de téméette. Ethan fit un pas de plus. Claire, je ne suis pas venu pour la pitié ou le pardon. Je suis venu parce que je devais faire face à ce que j'ai fait, voir ce que j'ai détruit. Elle le regarda, le visage pâle dans la lumière du matin. « Détruit est le bon mot, » dit-elle doucement. « Sais-tu ce que c'est que d'être assise seule avec un nouveau-né, priant pour qu'une fièvre disparaisse pendant que le téléphone de ton mari tombe sur la messagerie vocale? Sais-tu ce que c'est que de réaliser que l'homme en qui tu avais confiance,
préférerait être vu avec quelqu'un d'autre que de tenir son enfant? La voix d'Ethan se brisa. Chaque jour depuis, j'ai rejoué cette nuit. Chaque appel que j'ai ignoré. Chaque mensonge que j'ai raconté. Je ne mérite pas ton pardon. Je le sais. Mais s'il te plaît, laisse-moi au moins aider maintenant. Laisse-moi être un père pour lui. Michael s'avança. Tu penses pouvoir simplement revenir dans sa vie et jouer les papas? Tu as de la chance que je ne t'ai pas jeté de nouveau dans cette tempête. Ethan ne broncha pas. Tu n'as pas à m'aimer. Laisse-moi juste essayer de faire une chose bien. Les yeux de Claire brillèrent. Tu ne peux pas défaire ce qui a été fait. Il hocha lentement la tête. Non, mais peut-être que je peux empêcher que plus de douleur n'arrive. Il fouilla dans son manteau et en sortit un dossier, trempé mais intact. Sabrina essaye de te détruire. Elle alimente les médias avec de fausses informations sur ta fondation. Elle la lie à mes anciens comptes. Je suis venu te prévenir avant qu'il ne soit trop tard. Michael attrapa le dossier, feuilletant les pages. Cela pourrait la ruiner. Le visage de Claire pâlit. Elle fait ça pour me faire du mal. Ethan secoua la tête. Pour me faire du mal. Tu n'es qu'un dommage collatéral. Juste jeune. Pendant un instant, le silence emplit la pièce, à l'exception du crépitement du feu. Claire se leva et s'approcha de lui. Ses pieds nus silencieux sur le plancher en bois. Tu aurais pu envoyer un avocat. Tu n'avais pas à venir toi-même. Je ne pouvais pas laisser quelqu'un d'autre te protéger à nouveau, dit-il simplement. Quelque chose dans son ton brisa sa garde, ne serait-ce que pour une seconde. Il avait l'air épuisé, ses épaules autrefois fières affaissées, ses mains tremblant légèrement. Ce n'était pas l'homme qui l'avait abandonné pour le luxe. C'était un homme dépouillé de tout sauf du regret. La voix de Michael s'adoucit. Si cette fuite devient publique, les fédéraux l'enquêteront. Elle aussi. Ethan hocha la tête. C'est pourquoi je dois retourner à New York. Je prendrai le blâme. Je signerai toutes les confessions qu'ils voudront. Elle et le bébé resteront intacts. Claire cligna des yeux pour retenir ses larmes. Tu te ruinerais pour nous. Il sourit faiblement. C'est la décision la plus facile que j'ai jamais prise. La pluie à l'extérieur. Le ciel gris commença à s'éclaircir, la lumière se déversant par la fenêtre cassée. Claire le regarda quitter le cottage et marcher vers sa voiture, le vent de l'océan fouettant ses cheveux. Pour la première fois, elle ne ressentit pas de haine, seulement seulement la douleur de quelque chose qui refusait toujours de mourir. Le trajet de retour à Manhattan prit à Ethan 10 heures à travers une pluie grise et interminable. Chaque kilomètre semblait plus lourd. Un compte à rebours vers le châtiment qui l'attendait au bout du chemin. Holt l'avait prévenu. Une fois qu'il aurait confessé, il n'y aurait pas de retour en arrière. Mais Ethan ne pensait plus à son empire. Il pensait à Claire, à une voix tremblante, à ses yeux remplis à la fois de fureur et de quelque chose d'étrangement proche de la compassion. Quand il atteignit de la ville, la ligne d'horizon ne lui sembla pas être sa maison. Elle ressemblait à un jugement. Son ancien penthouse, autrefois un fort de richesse et de fierté, était maintenant sombre et vide. Il s'enregistra dans un hôtel bon marché du Lower East Side et passa la nuit à rédiger une confession, une qui laverait le nom de Claire et exposerait ses propres crimes. Il écrivit lentement, délibérément. Moi, Ethan Cole, reconnais avoir falsifié les comptes de l'entreprise pour protéger mes avoirs personnels. La Fondation Claire Morgan n'avait aucune connaissance ni implication dans ces transactions. Toute accusation contre Claire Cole est le résultat de ma seule tromperie. Quand il eut fini, il le signa et fixa la page jusqu'à ce que l'encre se brouille. Le lendemain matin, il remit la confession à un journaliste du Chronicle. « Imprimez-la, dit-il, toute. » La femme parut surprise. « Vous êtes sûr? Cela détruira ce qui reste de votre réputation. »« C'est déjà parti, » répondit-il, « mais peut-être cela lui donnera-t-il une chance de vivre. » À midi, l'histoire était partout. Ethan Cole avoue une fraude financière, exonérant son épouse.
Les mêmes réseaux qui avaient autrefois célébré son ascension dévorèrent maintenant sa chute. Des journalistes campaient devant le palais de justice, son nom en vogue aux côtés de mots comme honte et trahison. Cette nuit-là, il s'assit sur un banc de parc près de la rivière, les lumières de la ville se reflétant dans l'eau noire. Son téléphone vibra avec des dizaines de messages. Avocats, anciens partenaires, vieux amis, le suppliant de retirer sa déclaration. Il les ignora tous, puis un SMS apparut d'un numéro inconnu. « Tu n'aurais pas dû faire ça. »« Michael? » Ethan hésita, puis répondit. « Dis-lui que c'est fini, et laisse libre. » Quelques minutes plus tard, la réponse arriva. Elle l'était déjà. Il ferma les yeux, respirant le vent froid qui traversait son manteau. Quelque part, il espérait que Claire dormait, son fils en sécurité à ses côtés. Cette seule pensée rendait la ruine supportable. Mais l'univers n'en avait pas encore fini avec lui. Juste après minuit, son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était l'hôpital de Rockport. La voix de l'infirmière trembla. « Monsieur Cole, votre fils a été admis il y a 1 heure. Forte fièvre, infection grave. Madame Cole a demandé à ce que vous soyez prévenu. » Le sang d'Ethan se glaça. « Il va bien? » « Il est stable, mais c'est critique. Le chirurgien pédiatrique le plus proche est à Boston. Nous organisons un transport d'urgence. » Il ne réfléchit pas. Il courut. 6 heures plus tard, il était dans le couloir de l'hôpital, échevelé, essoufflé et terrifié. À travers la vitre de la petite unité de soins intensifs, il vit Claire assise à côté du lit de Noah, tenant la main du garçon. Les machines bipaient doucement, rappel fragile de la minceur de la ligne entre la vie et la perte. Elle leva les yeux lorsqu'elle sentit sa présence. Leurs regards se croisèrent à travers la vitre. Pour la première fois, il n'y avait pas de colère, seulement de l'épuisement, de la peur et quelque chose de plus profond qu'aucun des deux ne pouvait nommer. Il poussa la porte et Claire ne l'arrêta pas. Il marcha jusqu'au chevet et toucha doucement le petit bras de son fils. « Salut, petit bonhomme, » murmura-t-il. « C'est papa. » Noah bougea légèrement, ses paupières papillonnant. La voix de Claire était douce mais instable. Il n'arrêtait pas de t'appeler dans son sommeil. Ethan déglutit difficilement. « Je suis là maintenant. » Le médecin entra, expliquant la situation à la hâte. Noah aurait besoin d'une intervention chirurgicale immédiate. Ethan se tourna vers Claire. « Laisse-moi m'en occuper. Je paierai tout. S'il te plaît, laisse-moi juste faire cette chose correctement. » Elle hocha lentement la tête, les larmes coulant. « Ne redisparais pas. » Il rencontra son regard. « Jamais. » Cette nuit-là, Ethan resta éveillé à côté du lit d'hôpital, sa main sur celle de son fils. Chaque bip du moniteur était un rappel de la vie qu'il avait failli perdre 2 fois. Et pour la première fois depuis des années, il pria. L'opération dura 4 heures angoissantes. Ethan arpentait le couloir devant la salle d'opération pédiatrique comme un homme attendant son propre verdict. Chaque seconde qui passait était une punition pour des années d'égoïsme. À travers la paroi vitrée, il pouvait voir la silhouette indistincte du petit corps de son fils sous les lumières vives de la chirurgie, une vision qui le réduisait d'un titan à rien d'autre qu'un père priant pour la miséricorde. Claire était assise à proximité, les mains jointes, les lèvres tremblantes dans une prière silencieuse. La même femme qu'il avait autrefois laissé pleurer seule dans leur penthouse était maintenant la personne la plus forte de la pièce. Quand elle parla enfin, sa voix était à peine un murmure. « Ils ont dit que l'infection s'était propagée rapidement. Si nous étions venus plus tard. » Elle s'arrêta, incapable de finir. Ethan se laissa tomber sur le siège à côté d'elle. « C'est un battant, » dit-il doucement. « Il tient ça de toi. » Claire ne le regarda pas. « Il a failli ne pas s'en sortir à cause de toi. »« Si tu n'avais pas, » l'interrompit-il doucement. « Je sais. » Puis plus doucement. « Je sais, Claire. » Pendant un long moment, le seul son fut le ronronnement rythmique des machines de l'hôpital. Finalement, le chirurgien émergea. La fatigue était gravée sur son visage. « Il est stable, dit-il. L'opération a été un succès.
Il aura besoin de temps pour récupérer, mais votre fils va s'en sortir. Le soulagement fut si aigu qu'il en fut presque douloureux. Claire s'effondra, se couvrant le visage de ses mains. Ethan expira d'une voix rauque, ses épaules tremblant. « Merci, murmura-t-il. Mais le médecin était déjà passé à la prochaine urgence. Quand l'infirmière leur permit d'entrer, Noah dormait sous des draps blancs doux, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant lentement. Claire était assise à son chevet, lui caressant les cheveux. Ethan se tenait derrière elle, les mains dans les poches, craignant de respirer trop fort. « Il te ressemble quand il dort, » dit-elle doucement. Ethan déglutit difficilement. « Alors je ferai en sorte qu'il ne me ressemble jamais quand il se réveille. » Cette nuit-là, alors que Claire reposait sa tête contre le lit, Ethan quitta la pièce. Il trouva la chapelle de l'hôpital, un petit espace sombre éclairé de bougies vacillantes. Il n'était pas un homme qui priait, mais maintenant il s'agenouilla, le carrelage froid sous lui écrant l'instant. « Si tu le laisses vivre, murmura-t-il, prends ce qui reste de moi à la place. » Ce n'était pas un marché, c'était une reddition. Le lendemain matin, la lumière du soleil traversa les stores. Noah était réveillé, ses petits doigts tendus vers la lumière. Claire sourit malgré son épuisement. Ethan se tenait au pied du lit, observant silencieusement. Quand elle croisa son regard, elle dit doucement, « Tu n'avais pas à rester. »« Je voulais, » répondit-il. « J'avais besoin de rester. » « Bien, » Claire l'étudia, ses yeux remplis de quelque chose d'incertain. « Pas de pardon. Pas encore, mais le premier scintillement de compréhension. » Il hocha la tête. « Musique. » Elle secoua la tête. « Tu as déjà tout perdu. Tu ne nous dois rien. » Il sourit faiblement. « Peut-être pas, mais je lui dois tout. » Au cours des semaines suivantes, Ethan resta dans le Maine. Il fit du bénévolat à l'hôpital, faisant des dons discrets sous des chèques anonymes. Il reconstruisit lui-même le toit de la clinique endommagée par la tempête, martelant des clous dans le bois avec des mains empoulées. Les habitants de la ville, autrefois méfiants envers l'étranger aux yeux hantés, commencèrent à hocher la tête quand il passait. Un après-midi, Claire le trouva en train de peindre la clôture devant le cottage, les manches retroussées, le soleil scintillant sur son bras. « Tu n'es pas l'homme que j'ai épousé, » dit-elle, croisant les bras. Ethan s'arrêta, abaissant le pinceau. « Je sais que tu t'efforces trop. » Il se tourna vers elle, les yeux fixes. « Non, Claire, je m'efforce juste assez. » Pour la première fois depuis des années, elle sourit. Un petit sourire, réticent, mais réel. Alors qu'elle se retournait vers la maison, il murmura pour lui-même. Pièce par pièce, car la rédemption, apprenait-il, ne vient pas d'un coup. Elle vient tranquillement dans le son du rire d'un enfant, le poids d'un marteau et le lent pardon d'une femme qui croyait autrefois qu'il était perdu pour toujours. Le soleil d'hiver sur Manhattan ne réchauffait guère l'air glacial. Ethan Cole se tenait sur les marches du palais de justice, regardant une foule de journalistes avancer comme des vautours tournant autour des restes mourants de son passé. Des flashs crépitèrent, des microphones se tendirent vers lui, des questions volant comme des éclats de verre. « Monsieur Cole, est-il vrai que vous avez renoncé à vos derniers biens? Votre maîtresse vous a-t-elle fait chanter? Êtes-vous toujours en contact avec votre femme? » Il ne dit rien. Le silence était sa dernière défense. À ses côtés, son avocat chuchota. « Vous n'avez pas à la confronter en personne. La déposition peut se faire à distance. » Ethan secoua la tête. « Non, je dois voir ça finir. » À l'intérieur, la salle d'audience était froide et stérile, remplie de murmures. À la table des accusés, Sabrina Voss, impeccable comme toujours. Mais le glamour se fissurait. Sa peau autrefois parfaite était pâle, ses yeux cernés de rouge par des nuits blanches. Elle portait la confiance comme un costume maintenant, un qu'elle ne pouvait plus se permettre. Lorsque le juge entra, tout bruit cessa. L'accusation commença à présenter des preuves. Capture d'écran, email, virements financiers.
La voix de Sabrina enregistrée lors d'un appel téléphonique fut diffusée par les haut-parleurs. S'il ne paie pas, je ferai en sorte que la fondation de sa femme brûle avec lui. Un soupir parcourut la pièce. Même Sabrina tressaillit. Ethan observa attentivement son visage, mais il n'y avait aucune satisfaction à la voir s'effondrer, seulement de l'épuisement. Elle avait été le miroir de son pire lui-même. Cupide, manipulatrice, vide. Quand ce fut son tour de témoigner, Ethan se leva lentement. « Je ne suis pas ici pour la détruire, » dit-il doucement. « Nous avons tous deux bâti nos vies sur la tromperie. La différence est que j'ai arrêté. » Le juge leva un sourcil. « Et pourquoi la Cour devrait-elle croire cela, Monsieur Cole? »« Parce que j'ai déjà tout perdu ce qui valait la peine de mentir. » L'avocat de Sabrina tenta de contester, mais les preuves étaient accablantes. Les fichiers divulgués, les paiements de chantage, les comptes offshore à son nom. Tout brossait le même tableau. Au moment où les plaidoiries finales se terminèrent, le masque de Sabrina s'était complètement brisé. Lorsque le verdict tomba, coupable d'extorsion et de fraude d'entreprise, elle ne pleura pas. Elle fixa Ethan, les yeux brillants, les lèvres tremblantes d'un mélange de haine et de chagrin. Tandis que les gardes l'emmenaient, elle se tourna vers lui et murmura « Tu penses avoir gagné, mais la rédemption n'efface pas qui tu étais. » Il rencontra son regard calmement. « Non, mais elle me permet de recommencer. » Dehors, la presse se pressa à nouveau, mais Ethan les ignora. Il descendit les marches dans le vent mordant, les premiers flocons de neige flottant à travers la ville. Il passa devant une vitrine Tiffany, des bagues scintillantes sous une douce lumière jaune, et pensa à l'alliance de Claire, celle qu'elle avait laissée sur leur comptoir de cuisine la nuit où elle avait disparu. Ce soir-là, Hall l'appela. « Tu as bien agi, » dit-il. « Elle purgera sa peine. L'histoire s'estompe. Le nom de Claire est à nouveau propre. » « Vois, je n'ai pas fait ça pour les gros titres, » dit Ethan. « Je sais, mais le monde adore les arcs de rédemption. Les gens t'appellent déjà l'homme qui a brûlé son empire pour reconstruire son âme. » Ethan faillit rire. « Je ne suis pas reconstruit. »« Pas encore. » Après avoir raccroché, il regarda la ligne d'horizon qui brillait sous la neige. Il pensa au Maine, aux vagues tranquilles, à la petite clinique, au rire de son fils. Pour la première fois, la ville qu'il avait autrefois définie lui sembla petite. Une semaine plus tard, une lettre arriva au cottage de Claire. Pas de signature, juste une seule phrase écrite de la main d'Ethan. « Elle est partie. Tu es libre. » Claire la lut 2 fois, ses doigts tremblants. Puis elle la plia soigneusement et la rangea dans la boîte en bois où elle gardait les lettres non envoyées, ces archives silencieuses de tout ce qu'ils avaient survécu. Dehors, la marée montait douce et constante, et quelque part à des kilomètres de là, un homme marchait seul dans la neige, ne fuyant plus son passé, mais seulement vers la possibilité de la grâce. Le printemps arriva tard cette année-là à New York. Pendant des mois, la ville avait porté un manteau gris, mais ce matin, la lumière du soleil se déversait sur les rues comme une promesse. Ethan Cole ajusta sa cravate dans le miroir, reconnaissant à peine l'homme qu'il voyait. Plus le milliardaire en costume Tom Ford sur mesure, plus le déshonoré des tabloïds. Les journaux l'appelaient maintenant autrement, l'homme qui a reconstruit avec honneur. 6 mois s'étaient écoulés depuis la condamnation de Sabrina. 6 mois depuis qu'Ethan avait abandonné le monde qui vénérait l'argent et les applaudissements. Pendant ce temps, il avait vendu sa dernière propriété, liquidé ce qui restait de ses actions et fait don de chaque centime à la Fondation Noah pour la santé des enfants, nommée d'après son fils. Le conseil d'administration de l'hôpital Mount Sinai l'avait invité, ainsi que Claire, à parler lors de la cérémonie d'ouverture de la nouvelle aile pédiatrique. Il ne l'avait pas vu en personne depuis le Maine. Les lettres avaient remplacé les mots, leurs messages lents et prudents, pleins de blessures recousues, mais pas encore cicatrisées. Maintenant, debout en coulisses dans le hall de marbre étincelant de l'hôpital,
Il sentit son pouls s'accélérer lorsque l'annonceur prononça son nom. Veuillez accueillir Claire Morgan Cole, fondatrice de la Harbor Clinic et coprésidente de la Fondation NOAA. Des applaudissements remplirent la salle. Elle monta sur l'estrade, radieuse dans une simple robe bleu marine, ses cheveux tombant librement sur ses épaules. Elle ne ressemblait pas à la femme qu'il avait laissée derrière lui. Elle ressemblait à la femme qu'elle était toujours censée être. Claire commença à parler, sa voix ferme, mesurée. Quand nous avons construit cette aile, dit-elle, il ne s'agissait pas seulement de sauver des vies. Il s'agissait de reconstruire la confiance en nous-mêmes, en la compassion, en l'idée que les gens peuvent changer. Elle fit une pause puis le regarda directement à travers la foule, même ceux qui ont tout perdu. Le public murmura doucement. La gorge d'Ethan se serra. Pendant un instant, le monde se tut entre eux. Quand ce fut son tour, il monta lentement sur l'estrade, les mains légèrement tremblantes. « J'ai passé la majeure partie de ma vie à construire des choses qui touchent le ciel, » dit-il. Des gratte-ciels, des entreprises, des empires, mais ils se sont tous effondrés parce que j'ai oublié ce qui comptait au sol. Ma femme me l'a rappelé par sa force, son silence et sa miséricorde. Le plus grand héritage qu'un homme puisse laisser n'est pas fait d'acier ou de verre. Il est fait de pardon. Il n'y eut pas d'applaudissements au début, seulement du silence, le genre qui signifie que les gens écoutaient. Puis le son grandit, vague après vague, jusqu'à ce que toute la pièce se lève en ovation. Après la cérémonie, il trouva Claire seule dans le jardin sur le toit de l'hôpital. La ville s'étendait en dessous d'eux, baignée d'or. Noah jouait à proximité avec une infirmière, riant, le genre de rire qui semblait autrefois impossible. « Tu as parlé magnifiquement, » dit-elle sans se retourner. « J'ai pensé chaque mot, » répondit-il. Claire le regarda, son expression illisible. « Les gens t'appellent un héros maintenant. » Ethan secoua la tête. « Les héros ne détruisent pas les choses qu'ils aiment. » Elle sourit faiblement. Peut-être que les héros ne sont que des gens qui apprennent trop tard, mais qui essaient quand même. Ils restèrent en silence, le vent les frôlant. Puis elle dit doucement, « Je ne pensais pas que tu viendrais aujourd'hui. » « Je devais venir, » admit-il. « J'avais besoin de voir la vie que tu avais construite sans moi. » Claire se tourna complètement vers lui. « Ce n'était pas sans toi, Ethan, c'était à cause de toi. Parce que te perdre m'a forcé à devenir quelqu'un de plus fort. » Son honnêteté coupa plus profondément que n'importe quelle insulte. Pourtant, elle guérit aussi quelque chose en lui. Alors que le soleil commençait à se coucher, les trois, père, mère et enfants, se tenaient ensemble pour la première fois sans peur. Claire tendit la main, ses doigts effleurant les siens. « Il est assez grand pour comprendre un jour, » dit-elle doucement. « Quand il demandera qui tu es, que devrais-je lui dire? » La voix d'Ethan était basse, ferme. « Dis-lui que je suis un homme qui a oublié ce qu'était l'amour et a passé le reste de sa vie à apprendre à le mériter. » L'air devant l'hôpital Mount Sinai chatoyait de la chaleur printanière. Le genre de matin à New York qui sent le café frais et les secondes chances. Des bannières flottaient au vent, au-dessus de la grande entrée. L'aile pédiatrique Noah Cole, un nouveau départ. Des flashs crépitèrent. Des journalistes se rassemblèrent près des cordons de velours et une foule de donateurs murmurait d'anticipation. Ethan se tenait dans le hall, ajustant le revers de son modeste costume bleu marine. Fini les marques de luxe, la montre en or, l'arrogance qui l'avait autrefois définie. L'homme dans le miroir portait maintenant une force tranquille et les légères marques de quelqu'un qui avait payé pleinement ses erreurs. Il avait été invité non pas en tant que PDG, mais en tant qu'homme qui avait contribué à financer une vision née du regret et reconstruite avec un but. « Monsieur Cole, » dit une bénévole lui tendant un programme. « Vous serez assis au deuxième rang, Madame Cole a insisté. » Pendant un instant, il se figea. « Madame Cole. » Entendre le nom prononcé à voix haute frappa quelque chose de profond et de fragile en lui. Il hocha la tête silencieusement, suivant l'ouvreur vers son siège.
À l'avant de la pièce, Claire se tenait derrière un pupitre, sa présence calme imposant l'attention. Vêtue simplement d'ivoire, elle ressemblait à la lumière incarnée, stable, forte, intouchable. Sa voix portait doucement à travers la salle. Quand ce projet a commencé, dit-elle, il ne s'agissait pas de rédemption. Il s'agissait de guérir les enfants, les familles et peut-être même nous-mêmes. La douleur peut vous détruire, ou elle peut vous apprendre à reconstruire. Nous avons choisi la seconde option. Des applaudissements parcoururent la foule. La poitrine d'Ethan se serra de fierté et de honte entremêlées. Quand ce fut son tour de parler, il monta lentement sur scène. Chaque objectif de caméra le suivit. Le magnat déchu se tenait maintenant là où il n'était autrefois apparu que dans les gros titres de la disgrâce. Il prit une inspiration et fit face au public. Il y a 6 ans, commença-t-il, je pensais que le succès signifiait des gratte-ciels et des marges bénéficiaires. Mais quand j'ai tout perdu mon entreprise, ma réputation, ma famille, j'ai découvert à quoi ressemblait la vraie pauvreté. Il ne s'agit pas d'argent, il s'agit de sens. Et la femme assise au premier rang, il fit une pause, sa voix s'épaississant, m'a appris que le sens est quelque chose que l'on construit, pas quelque chose que l'on achète. La foule était silencieuse. Même l'air semblait retenir son souffle. « Je me tiens ici aujourd'hui non pas en tant qu'homme d'affaires, continua-t-il, mais en tant qu'homme qui apprend à être un père, un partenaire, un meilleur être humain. La Fondation Noah ne concerne pas ma rédemption, elle concerne la sienne. La femme qui avait toutes les raisons de me haïr, mais qui a choisi d'aider le monde à la place. » Quand il s'éloigna du pupitre, les applaudissements qui suivirent furent retentissants, non pas pour ses mots, mais pour la sincérité qui les sous-tendait. Plus tard, alors que la cérémonie se terminait, Ethan trouva Claire debout seule dans le jardin sur le toit, surplombant Central Park. La ville s'étendait en dessous d'eux, dorée par la lumière déclinante. Leur fils Noah courait sur le chemin avec un ballon rouge, riant librement, inconscient de la gravité qui entourait les adultes qui avaient failli détruire son monde. Claire se tourna quand Ethan s'approcha. « Tu as bien fait, » dit-elle doucement. Il sourit. « Tu as construit ça. J'ai juste suivi ton exemple. » B. Pendant un instant, ils restèrent silencieux. La distance entre eux était plus petite qu'elle ne l'avait été depuis des années. « Tu as changé, » admit-elle, « mais parfois je me demande si les gens changent vraiment ou s'ils apprennent juste à mieux cacher leurs cicatrices. » Ethan la regarda, les yeux sincères. « Je me cachais derrière tout. L'argent, le pouvoir, la fierté. Maintenant, les cicatrices sont tout ce que j'ai, et peut-être que ça va. Elles sont la preuve que j'ai survécu à la personne que j'étais. » Claire l'étudia, son expression illisible. Puis, doucement, elle dit, « Tu n'as pas seulement survécu, Ethan, tu as grandi. » Il expira lentement comme si ses seuls mots avaient soulevé le poids des années. Au loin, le rire de Noah résonna sur le toit. Ethan regarda son fils puis Claire. « Tu m'as donné une seconde chance, dit-il. Tout le monde n'a pas cette chance. » Elle sourit faiblement, les yeux brillants dans le crépuscule. « Alors ne la gâche pas. » Et pour la première fois de sa vie, Ethan ne la gâcha pas. Le gala au River Café scintillait contre la ligne d'horizon de Brooklyn. Les lumières de la ville scintillaient sur l'East River comme des fragments d'une couronne brisée. Une année entière s'était écoulée depuis l'ouverture de l'aile pédiatrique de la Fondation Noah. Une année de reconstruction tranquille, de limites et de nouveaux départs. Ce soir, Ethan Cole se tenait sur la terrasse du restaurant, le bourdonnement du jazz et des rires flottants derrière lui. Il portait un simple smoking noir, sans logo de créateur, sans excès, juste un homme attendant un moment qu'il n'était pas sûr de mériter. L'événement était une célébration du succès de la Fondation. Des centaines d'enfants sauvés, des cliniques financées dans toute la Nouvelle-Angleterre. Mais pour Ethan, il ne s'agissait pas d'applaudissements ou de photographies, il s'agissait d'une seule personne, Claire. Il ne l'avait pas revue depuis la cérémonie à l'hôpital.
Leurs lettres étaient devenues plus rares. Leurs mots prudents, pleins de chaleur, mais méfiants, comme deux personnes craignant de toucher de vieilles blessures. Il ne savait pas si elle viendrait ce soir. Une partie de lui croyait qu'elle ne viendrait pas. L'autre partie, telle qui avait appris à espérer, croyait qu'elle le pourrait. Une voix douce coupa ses pensées. « Tu détestes toujours les foules, n'est-ce pas? » Il se retourna et elle était là. Claire se tenait encadrée par la douce lueur des lumières de la terrasse, sa robe bleu marine flottant comme la rivière sous eux. Ses cheveux étaient attachés sans serrer, quelques mèches effleurant sa joue. Elle semblait intemporelle. Le souffle d'Ethan se coupa. « Tu es venu. » « J'ai failli ne pas venir, » allumit-elle. Mais ensuite, je me suis souvenu de ce que signifie cet endroit. Il sourit faiblement. « Le River Café, notre premier dîner d'anniversaire. Tu disais que c'était comme flotter entre deux mondes. La ville derrière nous, l'eau sous nous. Et je t'ai dit, dit-elle avec un petit rire, qu'un jour tu devrais choisir dans lequel tu voulais vivre. » Ethan s'approcha, ses yeux doux. « Je l'ai enfin fait. » Elle le regarda longuement avant de parler. « Tu as l'air différent, plus vieux, plus sage, » dit-elle simplement. Ils marchèrent le long de la balustrade de la terrasse, le lointain bourdonnement du trafic se mêlant au bruit des vagues clapotant contre la jetée. À l'intérieur, une chanteuse de Dutch fredonnait doucement une chanson sur les secondes chances. « Comment va Noah? » demanda Ethan doucement. « Heureux, » dit-elle. Il adore l'océan. Michael lui apprend à pêcher tous les week-ends. Il garde toujours cette petite voiture en bois que tu lui as faite près de son lit. Ethan sourit. Je suis surpris qu'elle soit toujours en un seul morceau. Claire se tourna vers lui, sa voix s'adoucissant. Il pose des questions sur toi parfois. Sa poitrine se serra. Que lui dis-tu? Je lui dis que son père apprend à être un homme bon. Il déglutit difficilement. Suis-je un homme bon? Elle ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle tendit la main dans son sac et lui donna une enveloppe. Lis ça plus tard. C'est de Noah. Ethan la regarda. L'écriture inégale, la légère trace de doigt d'un enfant. Il la tient comme quelque chose de sacré. Les yeux de Claire rencontrèrent les siens. Il ne se souvient pas de ce qui s'est passé entre nous. Il sait juste que tu as construit un hôpital pour des enfants comme lui. C'est ce qui compte maintenant. Ethan prit une profonde inspiration. Et toi, Claire, qu'est-ce qui compte pour toi? Elle hésita. La paix, je ne pensais pas la trouver un jour. Mais te voir reconstruire, non pas pour l'attention, non pas pour le pouvoir. Peut-être que cela fait aussi partie de ma paix. Ils se tenaient proches maintenant. La ville brillant derrière eux, la nuit murmurant doucement autour de leur silence. « Je n'attends rien, » dit Ethan. « Pas de pardon, pas une autre chance. Je voulais juste te voir heureuse. » Claire sourit, une seule larme brillant dans la lumière. « Tu n'as pas à t'y attendre. Parfois, la vie te surprend. » À ce moment-là, Noah apparut à la porte de la terrasse, tenant un ballon rouge et souriant largement. « Maman, regarde, il y a du gâteau au chocolat. » Claire rit, se penchant pour embrasser son front. « Va-y, chérie. » Noah s'éloigna à nouveau, son rire résonnant dans la nuit. Ethan le regarda partir, les yeux brillants d'une admiration tranquille. Claire le regarda à nouveau. « Il t'attend. Tu sais, il veut que son père soit à son prochain événement scolaire. » La voix d'Ethan se brisa. « Si tu me laisses faire. » Elle hocha la tête, souriant à travers ses larmes. « Nous le ferons tous les deux. » Tandis que les lumières de la ville se reflétaient sur la rivière, Ethan réalisa que ce n'était pas une fin de conte de fées. C'était quelque chose de mieux. C'était réel. Le lendemain du gala, New York semblait différente, plus douce d'une certaine manière. Comme si toute la ville avait expiré. Les nuages se dispersèrent, déversant la lumière du soleil sur Central Park, et l'air portait ce premier murmure fragile du printemps. Ethan Cole marchait sur les chemins familiers bordés de cerisiers en fleurs, les mains profondément enfoncées dans les poches de son manteau.
le cœur à la fois plus lourd et plus léger. Devant, près du lac, il la repéra. Claire était assise sur un banc patiné, ses cheveux attrapant la lumière du soleil, une tasse de café en papier dans ses mains. Elle semblait sereine, et non pas la paix fragile qui vient de la fuite, mais celle née après avoir survécu à toutes les tempêtes. À côté d'elle, Noah s'agenouillait au bord de l'eau, jetant des miettes de pain au canard, son rire résonnant dans l'air immobile. Ethan s'arrêta un instant, les observant simplement. La scène était si simple, si pure, qu'elle en était presque douloureuse. Pendant des années, il avait imaginé des moments comme celui-ci. Pas les grands gestes ou les vacances de luxe, mais des matins qui semblaient honnêtes. Des matins qui semblaient être chez soi. Claire se retourna, sentant sa présence avant qu'il ne parle. « Tu es en avance, dit-elle, souriant faiblement. « Je n'ai pas dormi, admit-il. Je suppose que je ne voulais pas manquer ça. » Il s'assit à côté d'elle, veillant à garder une distance respectueuse. Le silence entre eux n'était plus tendu, il semblait mérité. Noah se retourna, agitant la main avec excitation. « Papa, regarde, ils me suivent quand je jette de la nourriture. » La poitrine d'Ethan se serra au mot « papa ». Cela faisait si longtemps qu'il ne l'avait pas entendu sans douleur. « Tu les as dressés, dit-il, sa voix légèrement hésitante. Claire sourit. « Il a ta patience, Oaks. » Ethan rit doucement. « Tu dois penser à quelqu'un d'autre. » Elle sirota son café, les yeux fixés sur l'eau. Il ne connaît pas les détails. Il est trop jeune. Mais il sait que son père est revenu. « Je n'ai presque pas, » dit Ethan honnêtement. « Il y a eu des nuits où j'ai pensé que disparaître serait plus facile. » Claire le regarda, son expression douce mais ferme. « Fuir est toujours plus facile, mais plus difficile à vivre. » Il hocha la tête. « J'ai passé des années à construire des tours dont personne ne se souvient. Et maintenant, un seul rire de lui me semble la seule chose qui compte. » Claire le regarda longuement, puis dit « Tu as changé, Ethan. Vraiment changé. »« J'essaie, décidit-il. Chaque jour. » Elle expira, les yeux brillants. « Tu te demandes parfois ce qui se serait passé si cette nuit n'avait pas tout brisé? » La voix d'Ethan était bonne. Nous ferions encore semblant d'être heureux, et je serais encore trop aveugle pour savoir ce que je perdais. Elle sourit tristement. Peut-être avons-nous dû nous effondrer pour devenir ce que nous étions censés être. Le vent changea, dispersant des pétales de cerisier. Noah courut vers eux, riant alors que les pétales s'accrochaient à ses cheveux. Il se jeta dans les bras d'Ethan, gloussant. « Papa, tu viens à mon spectacle de l'école la semaine prochaine? » Ethan le serra fort. « Je ne le manquerai pour rien au monde. Au revoir. » Claire les regarda, sa main effleurant inconsciemment l'endroit de son doigt où son alliance avait l'habitude d'être. « Je ne sais pas à quoi ressemblera l'avenir, dit-elle doucement. Mais je sais ceci, je ne suis plus en colère. » Ethan leva les yeux, surpris. « Tu ne l'es pas? » Elle secoua la tête. « La colère me gardait en sécurité. Mais le pardon, c'est ce qui m'a finalement libéré. » Il ne put parler. Le poids de ses mots s'enfonça en lui plus profondément que n'importe quelle punition. Noah tira la manche de Claire. « Maman, papa peut-il venir dîner à la maison? » Elle hésita puis regarda Ethan. « Tu voudrais? » Il hocha lentement la tête, sa voix se brisant. « Je ne voudrais rien de plus. » Alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie du parc, la lumière du soleil brillait sur le lac, transformant l'eau en or. Claire prit la main de Noah. Puis, après une pause, elle prit aussi celle d'Ethan. Ce n'était pas une grande réunion. C'était quelque chose de bien plus rare. La renaissance tranquille et tremblante de la confiance. La maison dans le Maine était à nouveau calme, mais pas vide. La mer à l'extérieur fredonnait son rythme éternel. Les vagues effleuraient les falaises comme si elles chuchotaient des bénédictions. 1 an s'était écoulé depuis ce matin à Central Park. Le matin où le pardon était devenu plus qu'un mot. Maintenant, la vie avait trouvé son propre rythme. La clinique de Claire prospérait.
La ville lui faisait confiance, et Ethan, contre toute attente, était resté. Il avait acheté une petite maison près du port, rien qui ne ressemble au penthouse qu'il possédait autrefois. Les murs sentaient le cèdre et la peinture. Les planchers craquaient avec caractère. Chaque matin, il se réveillait avant le lever du soleil, préparait du café et marchait jusqu'à la jetée avec Noah. Parfois, il pêchait. Parfois, il parlait juste de rien. Mais pour Ethan, chaque conversation était comme une rédemption gravée dans le temps. Claire arriva ce matin-là avec un panier de muffins et un doux sourire. « Tu ne fermes toujours pas ta porte à clé ?» taquina-t-elle, posant le panier sur la table. Ethan sourit. « Je suppose que j'aime l'idée que quelqu'un puisse entrer. » Elle secoua la tête à moitié souriante. « Tu as changé, Ethan Cole. » Il lui versa du café dans une tasse en céramique usée. « Pour le mieux, j'espère. »« Pour le plus calme, » répondit-elle, prenant une gorgée. « Je ne pensais pas que tu apprendrais un jour à rester tranquille. » Il s'appuya contre le comptoir, la regardant. Peut-être que j'avais juste besoin d'une raison de le faire. La lumière du soleil matinal inondait les fenêtres, peignant tout en or. Cela ressemblait au genre de paix qu'aucun d'eux ne pensait mériter. Plus tard dans la journée, ils assistèrent à la foire annuelle de la ville. Les rires des enfants se mêlaient à l'odeur de caramel et d'air salin. Noah courait devant avec un avion en bois dans les mains, un jouet qu'Ethan avait sculpté lui-même. Claire marchait à ses côtés, la distance entre eux plus petite maintenant, naturelle. « Tu te souviens quand tu ne supportais pas les petites villes ?» demanda-t-elle, le regardant. Il ricana. « Oui, maintenant, je ne peux pas imaginer en quitter une. » Sous elle, alors que le soir tombait, les trois se tenaient au bord de l'eau, regardant les feux d'artifice éclore au-dessus de l'eau. La main de Claire effleura la sienne légèrement. Il ne bougea pas, craignant que le moment ne se brise. « Cela te manque toujours ?» demanda-t-elle. « La ville, le pouvoir, le bruit. » Il secoua la tête. « Non, je courais après les applaudissements. Maintenant, je cours après le calme. Et j'ai appris que le calme peut être bruyant de toutes les bonnes manières. » Elle sourit, tournant ses yeux vers le ciel. « Tu parles comme un poète. » Il rit doucement. « Non, juste un homme qui n'avait plus d'excuses. » Un éclat d'or illumina les vagues, se reflétant sur son visage. Elle le regarda, son expression illisible mais tendre. « Tu as fait plus que changer, Ethan. Tu as guéri. »« Seulement parce que tu m'as laissé essayer, » dit-il. Pendant un moment, ils ne parlèrent pas. Les feux d'artifice s'estompèrent, laissant derrière eux le murmure constant de la mer. Noah courut vers eux, riant, sa petite main serrant les leurs. « Maman, papa, on peut veiller et regarder les étoiles. » Claire sourit. « Juste un petit moment. » Ils étendirent une couverture sur le sable, les trois allongés sous un ciel brodé de constellations. Noah s'endormit le premier, sa tête reposant entre eux. Claire tourna son regard vers Ethan. « Tu penses parfois à la nuit où tout a commencé? » Il hocha lentement la tête. « Tout le temps, mais je ne la hais plus parce qu'elle m'a mené ici. » Elle le regarda, vraiment le regarda, et pour la première fois depuis des années, ses yeux s'adoucirent d'une tendresse non masquée. « Peut-être, » murmura-t-elle, « nous avions besoin de nous perdre pour nous retrouver. » Ethan tendit la main, couvrant la sienne. « Et peut-être, » dit-il, sa voix à peine audible au-dessus des vagues. Nous n'étions jamais vraiment perdus, juste en attente de rentrer à la maison. La marée s'approcha, embrassant le bord de la couverture comme pour sceller leurs mots dans le sel et la lumière. Au-dessus d'eux, une dernière traînée d'or traversa le ciel, fugace, mais assez brillante pour y croire à nouveau. C'est ainsi que se termine notre histoire. Si vous êtes encore là, mon ami, alors quelque chose dans ce voyage a dû vous toucher. Peut-être pas le drame, mais la vérité tranquille qui se cache derrière. Car au fond, il ne s'agissait pas seulement de trahison, de perte ou de rédemption. Il s'agissait de ce que Marc Aurèle a un jour écrit. L'âme se teinte de la couleur de ses pensées.
Ethan a appris qu'aucun empire, aucune richesse, aucun pouvoir ne peut guérir un cœur qui refuse de se faire face. Mais lorsque nous arrêtons enfin de fuir, lorsque nous osons rester immobiles et prendre nos responsabilités, la guérison commence. Peut-être avez-vous aussi une tempête à laquelle vous essayez de survivre. Peut-être que le pardon vous semble impossible en ce moment. Mais souvenez-vous de ce que les stoïciens enseignaient, la douleur n'est pas une punition, c'est une préparation. Nous devenons plus forts non pas en échappant à ce qui nous a brisés, mais en apprenant à nous en relever. Alors, si cette histoire vous a ému, ne serait-ce qu'un peu, mettez un like, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir, et abonnez-vous pour rester avec nous pour d'autres histoires qui vous rappelleront. Peu importe à quel point vous tombez, vous pouvez toujours reconstruire, un pas honnête à la fois. Car la rédemption, mon ami, n'est jamais trop tardive. Elle commence juste au moment où vous décidez de commencer.